Là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Où ça n'a point justice, n'a point la paix. Cette phrase, je l'ai souvent scandée dans toutes les manifestations, dans toutes les mobilisations auxquelles j'ai participé les 4 dernières années. Gilets jaunes, marche contre la vie chère, mobilisation pour plus de justice sociale et environnementale, marche pour le climat, pour des politiques publiques qui soient à la hauteur des enjeux de l'urgence climatique. Où ça n'a point la paix, n'a point justice. Mobilisation auprès de la communauté LGBTQIA+. Marche blanche, marche contre le patriarcat. Black Lives Matter. Souvent, on me dit, mais tu te disperses à aller comme ça dans toutes les manifestations et qu'il n'y a rien de commun. Mais toutes ces manifestations, toutes ces mobilisations ont fondamentalement quelque chose de commun. Une colère. Une colère liée aux injustices répétées. Une colère de ne pouvoir faire changer les choses, de ne pouvoir faire changer les regards de ceux qui sont au poste de pouvoir, dans les lieux de décision, de ceux qui sont dans les médias. Et ceux qui sont en haut de la pyramide, ils relativisent et disent « Mais enfin, on n'est pas si mal en France. La France, c'est le pays des droits de l'homme. La France, c'est le pays des possibles, le pays des libertés. Et puis, allez voir ailleurs, vous verrez si c'est mieux. » C'est ainsi qu'ils diront à des parents qui vont demander des moyens beaucoup plus adaptés dans des écoles, notamment de banlieue. Mais enfin, vos enfants vont à l'école. Imaginez si vous étiez resté dans votre pays d'origine. Ce sont ceux-là même qui vont dire aux femmes qui militent pour l'égalité salariale « Mais de quoi tu te plains? Tu as le droit de travailler, tu touches ton salaire, tu n'as pas besoin de mari, etc. » On n'est quand même pas en Iran, là, en France. Hein. Effectivement, tout ça, ça écorche un peu l'image qu'on aurait envie de se faire d'une France égalitaire, d'une France des libertés, d'une France où les privilèges auraient été abolis en 1792. Mais si on croit encore à cette image d'Épinal, c'est qu'on accepte de simplifier une réalité complexe. On simplifie et on invisibilise le vécu de trop nombreuses personnes qui subissent au quotidien des agressions, des discriminations, en lien avec leur identité sociale, leur genre, leur phénotype, leur morphologie, leur lieu d'origine. Quand on accepte ça, quand on accepte de se dire que c'est pas si grave, on soutient un système qui s'appuie sur des valeurs capitalistes, d'individualisme, de domination et du patriarcat. Moi, j'aimerais aujourd'hui vous inviter à vous enlever cette croyance qu'on vit dans une société décente, à essayer de plonger et essayer d'accepter que notre société est une société qui, bien trop souvent, humilie, abîme celles et ceux qui sont hors de la norme. On nous fait croire qu'il y a une recette toute faite pour réussir. Il suffit d'aller à l'école, de faire des efforts, de bien travailler, de suivre toutes les règles, et ça devrait aller, il n'y a pas de raison d'échouer. Mais c'est oublier clairement la reproduction sociale qui est toujours trop présente dans notre société. Il n'y a qu'à voir la surreprésentation des enfants d'ouvriers et d'agriculteurs dans les lycées professionnels, dans les décrocheurs, chez les invisibles. La surreprésentation des enfants de cadres, de médecins, dans les filières dites d'excellence. Les statistiques disent que quand son père a fait Sciences Po, on a 77 fois plus de chances d'être à Sciences Po. Et une dernière étude de l'OCDE nous dit qu'en France, il faut 7 générations pour qu'une personne née dans un milieu modeste atteigne le niveau de revenu moyen du pays. 7 générations. Quand je regarde cette génération derrière moi, du côté de ma mère, je vois Anathalie, Génade, Campagne, Marie-Louise, Toinette, des femmes sans nom, parce que des femmes esclaves. Et dans une société post-coloniale, on ne peut pas nier que les discriminations et les inégalités sont très présentes. En 2021, les forces de l'ordre ont enregistré 12 500 infractions liées au racisme, sur des faits de xénophobie liés à la religion. Être femme, noire, de quartier populaire, augmente les risques de subir au long de sa vie des discriminations pour se loger, pour travailler avec un salaire décent en fonction de ses capacités, pour accompagner convenablement son enfant. Et ça, quand on est femme, quand on vit dans ces conditions, on transmet cette incapacité que l'environnement, que le système fait peser sur nous, on le transmet à nos enfants. On intériorise l'expérience d'être subalterne.
Et non seulement on le partage et on le transmet à ses enfants, mais on le transmet aussi à ceux qui sont autour de nous. Parce que si dans mon environnement, personne ne réussit, à quoi bon faire des efforts? Qui je suis, moi, pour y arriver? Quand on n'a pas d'exemple de réussite devant nous, en fait, on intériorise ces croyances limitantes. On croit que ça fait partie de nous, de notre identité, que de ne pas réussir, que de ne pas monter le palier de l'ascenseur social. Et tout ça, cette intériorisation avec l'épigénétique, ça va renforcer les assignations dominantes, les assignations géographiques, les assignations sociales, les assignations genrées. Et finalement, ça arrange bien le système parce qu'il permet de tenir, puisqu'il culpabilise, il fait porter la charge à l'individu. Pourquoi je suis plutôt à l'aise pour parler de ces dynamiques? Parce qu'à plusieurs titres, je suis concernée. Je vais vous dire d'où je parle. Je suis une femme de 40 ans, noire, française d'outre-mer. Je suis enfant d'agriculteur modeste. Je suis mère célibataire. Je suis neuroatypique. Je suis valide. Et je suis diplômée d'une grande école. Et là, vous allez avoir une encre qui va s'allumer en disant « ça va, elle peut s'en sortir quand même, donc finalement, c'est possible, elle est diplômée d'une grande école. » Mais en fait, je suis l'arbre qui cache la forêt. Celles et ceux qui réussissent à faire exploser les plafonds de verre, en fait, nos parcours, ils sont surexploités et surexposés par le système. On sert de caution pour faire croire qu'il existe de la mobilité sociale. On sert de caution pour délégitimer la violence, la colère qui arrive, la révolte qui arrive chez les gens qui disent « mais ce système, il me bloque ». On sert de caution à notre insu. Et pourtant, pour une personne racisée qui présente un JT sur une grande chaîne nationale, combien de personnes racisées dans ces mêmes locaux qui sont reléguées aux toilettes ou à vider la corbeille à papier? Pour un jeune diplômé compétent qui obtient un travail à la hauteur de ses compétences et rémunéré décemment, combien de jeunes sont exploités dans des statuts totalement précaires, en stage, en CDD, en intérim, au profit de personnes, d'anciens qui sont là, qui s'accrochent aux rênes du pouvoir et qui continuent à décider, à faire comme avant, dans un système qui nous amène droit dans le mur. Pour une femme, cadre, qui accède à un salaire décent en fonction de ses capacités, de son expérience, combien de femmes travaillent au quotidien et restent pauvres? Combien de femmes travaillent, s'épuisent, sont invisibles dans leur travail et ne sont pas en capacité de faire élever leur enfant comme elles aimeraient le faire? 17% de salaire en moins pour les femmes par rapport à des hommes à temps de travail équivalent. Or, on sait que les femmes dans des foyers violents restent souvent, faute d'indépendance financière. En France, en 2021, 122 femmes ont été tuées par leur ex ou par leur compagnon. 85% des morts violentes au sein du couple, ce sont des hommes qui tuent les femmes. Des femmes souvent incapables de partir par un système patriarcal qui les enferme. Et ces vérités, en fait, elles sont visibles comme le nez au milieu du visage. Mais ceux et celles qui sont en haut de la pyramide, qui tiennent les règles, les rênes du pouvoir, qui sont dans les lieux de décision, qui sont dans les médias, qui sont dans le monde économique, ils font comme si ça n'existait pas. Ils créent la norme à leur image, une norme dominante qui épuise et qui écrase. Et ils utilisent en fait tous les moyens à leur disposition pour diffuser leurs normes et pour faire oublier la réalité de ce qui se passe. Et quand ça devient trop visible, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils vont inverser le statut de victime. Et on va arriver sur le mode ouin-ouin qui va être activé. Face aux luttes intersectionnelles, on va entendre « attention, le wokisme ». Face aux luttes décoloniales, quel concept on invente? Le racisme anti-blanc. Face au mouvement MeToo, qu'est-ce qui se passe? On a toute la fragilité de l'homme qui remonte avec le « oh, mais pas tous les hommes ». Pour certains, ça reste encore un peu abstrait. Donc moi, je vais vous inviter, si vous le voulez bien, à venir dans certaines de mes expériences personnelles. À l'école, d'abord, mon parcours scolaire. En terminale, le conseiller d'orientation me dit « vous avez un dossier scolaire qui n'est pas trop mal, mais là d'où vous venez, et vu ce que font vos parents, une fac d'histoire ou de droit, ça ira très bien. Vous en connaissez beaucoup, vous, des enfants d'ingénieurs, de médecins, en terminale S,
option maths, avec 17 de moyenne, à qui on proposerait ces facs. J'intègre tout de même Sciences Po Paris, sans étudiants en première année. 3 enfants d'ouvriers d'agriculteurs, j'en fais partie. Une personne non blanche racisée, moi. Les étudiants qui me disent, mais vraiment droit dans les yeux, en disant, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as aucune légitimité à être parmi nous. Tu prends la place en étant là de personnes qui, comme nous, ont été éduquées depuis des générations à faire partie de l'élite et à être dans ces écoles et à suivre ces études-là. Ce à quoi fera écho l'attitude de certains professeurs qui, pendant toute l'année, me feront sentir que je ne suis qu'une ultramarine, une Française de la périphérie, qui me relèguera et m'assignera à cette place périphérique et marginale. Un peu comme pour me faire payer ma présomption d'appartenir à ce monde dont je n'ai pas les codes et auquel je n'étais pas destinée. Le monde professionnel. Dernièrement, un rendez-vous, un homme de type HSBC qui arrive et qui voit ma jeune stagiaire blonde, pimpante, aux yeux bleus, et qui arrive, qui lui serre la main. Oui, bonjour, je suis content de vous rencontrer, vraiment heureux de collaborer avec vous. Nos échanges étaient hyper intéressants, etc. Je suis de l'autre côté du bureau, il ne me calcule pas. J'arrive chez bonjour monsieur, je suis Martine Nourri, c'est avec moi que vous avez rendez-vous. Et j'ai censuré ce qui s'est passé dans ma tête. D'accord. Voilà. Dans la vie de tous les jours, j'ai chez le médecin, cabinet médical que je ne connais pas, la secrétaire médicale qui me demande ma carte CMU. Et à la personne juste après moi, à quelle mutuelle est-ce que vous êtes? Un peu de sexisme, c'est pas mal aussi le sexisme. Je marche dans la rue, et derrière moi, un groupe d'hommes qui parlent assez fort exprès pour que j'entende, hein, mais qui n'osent pas me dépasser, et qui me fait « Waouh, la croupe de cette fille, j'aimerais vraiment la chevaucher. Franchement, celui qui la chevauche, il doit avoir beaucoup de chance. » Je ne me suis pas retournée, j'ai continué. Un peu de racisme. La ligne 4, métro parisien, Saint-Germain-des-Prés. Là où je devais y aller parce que Sciences Po était dans les beaux quartiers. Des contrôleurs qui arrivent, qui traversent tout le wagon, qui se plantent devant moi et qui disent « Ton titre de transport ?» Je lève la tête de mon livre et je leur fais « Bonjour messieurs, il y a un problème ?»« Ouais, c'est bon, fais pas ta maligne, les gens comme toi, on les connaît. » Petit saut de côté, au Mali. Ma mère était venue me voir, j'étais en stage au Burkina et avec un guide, un chauffeur guide, on est allé au pays d'Ogon. On est au restaurant et le guide nous explique comment c'était difficile pour lui d'avoir un visa pour accompagner son groupe de touristes jusqu'en France, jusqu'à Marseille. Et nous, on lui dit, mais en fait, la France n'est pas très accueillante envers les gens qui viennent de ces anciennes colonies. À côté de nous, une table, un vieux blanc à qui on n'a même pas demandé son avis, qui nous interrompt et qui dit dans ton péremptoire, mais je ne vous permets pas de parler comme ça de mon pays, je suis gendarme à la retraite. Et là, je regarde, je fais, mais en fait aussi, j'ai le droit, je suis française. Il me toise, moi et ma maman, mais regardez-vous, vous êtes française sur le papier. À Nice, il y a 35 ans, mes sœurs et moi, on était sur la plage avec mes parents. Une dame vient et nous dit, mais enfin, cette plage, elle est interdite au port. Dans ma mémoire d'enfant, elle avait dit qu'elle était interdite aux chiens. J'en ai reparlé à ma maman il y a 2 jours, elle me fait non. Elle nous a bien dit que c'était interdit au port. 35 ans plus tard, ma mère avait encore des larmes de colère. Et effectivement, avec ces agressions perpétuelles, ces humiliations répétées, ces injustices, je peux dire aujourd'hui que je suis une femme en colère. Je peux dire aujourd'hui que je suis une femme en colère et que je comprends ceux qui manifestent cette colère et pour qui elle explose dans la violence des mots et des corps. Pour moi, cette violence, elle est intérieure. En général, ça me prend, ça me gave, ça me remplit. Et la stratégie, elle a toujours été la même. C'est un moment mon cerveau qui vient, ma tête, qui dit au cœur et au corps, c'est trop pour vous, je prends le relais, je vais aller chercher, j'essaie de comprendre ce qui se passe, je reviens vous chercher. Et là, s'ensuit toute une période où je lis beaucoup, je me renseigne, j'essaie de mettre des mots, des concepts, essayer de comprendre ce qui se passe. Essayer de me dire, mais en fait, il doit y avoir un sens à tout ça. Je fais des formations pour essayer d'avoir des outils. Pour avoir des outils pour ne plus subir. Et pour trouver la manière la plus saine, la plus durable de faire bouger les choses. Mais je comprends en fait que ce ne soit pas donné à tout le monde. Parce que l'investissement, la charge financière en énergie, en temps, elle est juste énorme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec d'autres, je travaille en fait à construire des outils de transformation individuelle et collective. Pour aider celles et ceux qui subissent des oppressions à avoir des clés de compréhension. Pour créer des espaces où ces personnes
seront en sécurité et pourront prendre contact avec leur gaillard, leur potentiel, où ils pourront s'outiller et entrer en lutte et en résistance. Parce que qu'on le veuille ou pas, la seule façon de changer les choses, ça va être de créer un rapport de force. Si on veut repenser notre manière de faire société, si on veut repenser notre manière d'habiter le territoire, si on veut repenser notre manière d'habiter la terre et d'utiliser les ressources, on n'a pas d'autre chose que de faire basculer les normes. Pour que les normes sociales ne soient plus des normes de domination, mais qu'elles soient des normes qui soient équitables, justes, durables, représentatives. Aussi, je vais vous demander, de quel côté de la ligne vous situez-vous? En fonction des nombreuses composantes de votre identité. À quel moment êtes-vous oppresseur? Êtes-vous allié? Êtes-vous opprimé? C'est une invitation réelle à checker vos privilèges et ensuite à agir. Ça peut se faire de différentes manières avec ce qui est le plus juste pour vous. Ça peut être aller à la rencontre de ces groupes, de ces personnes que vous savez subir des oppressions pour essayer de comprendre son vécu et lui dire oui, je te crois et je t'écoute, je t'entends. Ça peut être lire, ça peut être explorer les écrits de Bruno Latour, d'Annie Ernaux, lire autour des Subaltern Studies, des communs, de l'éthique du Caire. Changer de cette lecture dominante qui nous dessine le monde en les bons et les méchants. Vous pouvez aussi agir au quotidien. Dans quelle situation avez-vous été des témoins passifs? À quel moment tolérez-vous des choses en disant mais finalement tout le monde fait ça? Et si vous ne le faites pas, faites-le pour vos enfants. Parce que le monde des privilèges qui vous permet de tenir est un monde qui va s'écrouler. Parce qu'en tant que parent, à chaque coup pris par mes enfants, je répliquerai. Et nous sommes nombreux à le faire. Et face à vos enfants, qui ne pourront plus s'accrocher à leurs privilèges pour tenir, se tiendront debout nos enfants. Nos enfants se tiendront debout face à vos enfants, fiers, conscients de leur place. Ils viendront revendiquer, ils viendront récupérer leur juste part de dignité, de respect, de liberté, de domonité. Et n'oubliez pas, où ça n'a point justice, n'a point la paix. Merci.